Bonjour et bienvenue sur le plateau de Formidable l'émission qui met les questions de pédagogie au cœur du débat. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur cette thématique du jeu en formation. Il est de plus en plus reconnu que la variété des modalités d'apprentissage joue un rôle essentiel dans l'engagement et la motivation des apprenants. Vous le savez, Vivea partage cette conviction en mettant l'accent sur la diversité des approches pédagogiques. Le jeu, bien plus qu'un divertissement, est considéré comme un véritable levier d'apprentissage. Un exemple concret de cette approche innovante est le jeu Learn Fiction développé par Vivea et Ampli, dont Mathieu est l'heureux... je représente... représentant, voilà. Ampli aujourd'hui, c'est moi qui porte la parole. Donc Ampli, jeu qui offre une modalité ludique pour que les responsables formation et formateurs s'entraînent sur leurs connaissances en innovation pédagogique. Donc en intégrant des éléments ludiques dans les formations, vous pouvez ainsi susciter l'enthousiasme, l'implication des participants. On sait que lorsque les apprenants sont motivés, ils sont plus enclins à s'investir dans leur apprentissage et à obtenir des résultats significatifs. Bon, il convient quand même de souligner, on en parlera tout au long de l'émission, que l'approche ludique ne se limite pas à une simple notion de divertissement. Il ne s'agit pas de jouer pour le simple plaisir du jeu, mais plutôt d'utiliser le jeu comme un outil pédagogique. Souvent, le terme ludique est utilisé en formation dans le contexte pour exprimer en fait une idée que on va faire une formation sympathique ou légère, agréable, conviviale. Mais en réalité, ludique veut avant tout dire jeu. Donc, l'idée, c'est que cette émission vise à vous donner les clés. Mathieu est un expert, vous allez voir, et vous encourager à les utiliser de manière réfléchie, d'utiliser le jeu de manière réfléchie dans les formations, en mettant l'accent sur les bénéfices pédagogiques et l'atteinte des objectifs d'apprentissage. N'est-ce pas, Mathieu ? Bah ouais, alors expert, je sais pas, mais en tout cas, s'il y a un truc qu'on peut pas m'enlever, c'est que j'adore ça. Donc je suis hyper content de parler de jeu aujourd'hui. Je suis un grand joueur depuis que je suis tout petit. Je fais jouer mes amis, mes proches, mes parents, etc. Et puis professionnellement, j'essaye d'intégrer ça dans ma pratique professionnelle. Donc je vais avoir quelques exemples à vous proposer. Et je vais essayer de jouer un peu contre moi-même, parfois de me dépassionner. J'espère que vous allez m'aider, vous qui nous regardez, y compris dans le chat, à pas trop m'enflammer pour essayer d'utiliser lui à bon escient et pas l'utiliser n'importe comment pour le seul plaisir ludique. Bon, vous l'avez compris, on est bien entouré. Donc peut-être pour démarrer cette émission, l'idée est de se positionner un petit peu tous et de savoir où on en est. Donc telle est la question. Telle est la question. Je lance le sondage que vous allez normalement voir dans Zoom. Alors, pour qu'on se positionne et pour qu'on voit un peu d'où parlent les uns et les autres, ma question est la suivante. Le jeu fait-il partie de vos pratiques pédagogiques ? Première réponse, non, non et non. La formation, c'est du sérieux. Non, mais pourquoi pas ? Je n'ai pas encore eu l'occasion d'essayer. Oui, occasionnellement, quand les conditions sont réunies. Oui, passionnément. C'est un incontournable de ma méthode. Et bonjour à ceux qui nous rejoignent dans la conversation. Hein, on essaye de garder un œil sur les interventions. N'hésitez pas, on adore vous lire. Donc peut-être pendant qu'on vous laisse le temps de jouer, on va voir un petit peu concrètement ce qui se passe sur le terrain dans le milieu agricole avec Estelle qui est conseillère Vivea Estelle Bernard dans le sud-est et qui va nous parler un petit peu de ce qu'elle a repéré concrètement dans les demandes de formation qui sont déposées, est-ce qu'il y a du jeu ou pas. Écoutez-la, ça va être très intéressant. Estelle ? Oui, bonjour Anne, bonjour Mathieu, bonjour à toutes et à tous. Salut Estelle. Salut. Bonjour. Alors, côté terrain, après une analyse de notre offre de formation, le jeu en formation est une modalité pédagogique encore timide, utilisée la plupart du temps en présentiel. Et du coup, qu'est-ce que tu as pu repérer en présentiel ? Quel type de... Si tu peux nous donner des exemples, quel type de jeu est mis en œuvre dans les formations pour les agriculteurs ?
Oui, dans un premier temps, j'ai regardé un petit peu ce qui se passait côté jeux de simulation, Serious Game. Alors, il en existe beaucoup dans le secteur agricole, beaucoup de jeux de simulation développés par des entreprises privées, par la recherche, l'INRAE. Pour apprendre aux stagiaires à gérer une exploitation agricole, ils peuvent prendre des décisions, par exemple, concernant l'achat de semences, la gestion des cultures, l'élevage de bétail, la gestion des finances. En revanche, on ne retrouve pas forcément ces jeux dans les scénarios pédagogiques des formations qu'on finance. Alors, je me suis posé un peu la question et je pense que probablement c'est une question de coût, parce que souvent, en fait, voilà, c'est assez onéreux. Ok, tu as d'autres exemples à nous proposer Donc, qui serait peut-être plus dans les budgets. dans les budgets? Alors après, j'ai approfondi un peu la question. Il y a quelques années, en 2015, le réseau des services de remplacement avait développé en fait une formation autour d'un serious game qui s'appelait « Remplace-moi si tu peux ». L'idée pour eux était de sortir un peu du schéma de formation traditionnel pour leurs exploitants, pour leur public. Et c'était aussi une façon à l'époque de les inciter à venir en formation. La finalité de ce jeu pédagogique, c'était d'apprendre de manière à la fois pédagogique et ludique aux agriculteurs, d'une part, à anticiper le fait d'être remplacés, et puis d'autre part, d'organiser toutes les étapes de leur remplacement pour sécuriser leur entreprise. Donc, ils se mettaient à la place d'un salarié détaché dans leur exploitation. Voilà. Pour avoir rencontré les services de remplacement, je suis pas sûre que le coût était élevé Le coût était élevé, de mémoire. Ça rentre dans les exemples des jeux de simulation, c'est ça? C'est ça. Est-ce qu'au-delà des jeux de simulation, tu as repéré d'autres types de jeux en formation? Alors, quand j'ai analysé un petit peu les scénarios pédagogiques, on retrouve beaucoup les jeux de rôle. C'est une modalité ludique qu'on retrouve assez fréquemment dans notre offre de formation. Ils sont utilisés par les structures qui gèrent des collectifs d'agriculteurs pour travailler le rôle et la place de chacun au sein des collectifs. Ils sont utilisés aussi beaucoup sur les formations qui traitent des aspects relationnels dans les GAEC, entre associés, pour des prises de décision. C'est une modalité d'ailleurs qu'on avait encouragée il y a quelque temps dans le cadre d'un appel d'offres qu'on avait lancé sur le dialogue sociétal. L'idée était de favoriser les mises en situation pour permettre aux stagiaires de mettre en action leurs connaissances, la construction de leur argumentaire. Donc l'un jouait le rôle du voisin ou du touriste et l'autre celui de l'agriculteur. Donc ça, c'était une modalité qui était... Le jeu de rôle se prête bien à ce type de thématique. Tout à fait. Est-ce que tu as repéré d'autres éléments de jeu? En Auvergne-Rhône-Alpes, on a un organisme qui propose dans ses formations des jeux de cartes. Il les commercialise aussi également pour d'autres organismes de formation. Il utilise deux types de jeux de cartes avec des finalités un peu différentes. Donc des jeux de flashcards selon le principe d'une question au recto de la carte et la réponse au verso de cette même carte pour favoriser l'ancrage mémoriel. Et puis il y a la possibilité à la fin de la formation pour les apprenants de réutiliser ces cartes via leur téléphone en téléchargeant l'application, ce qui permet en fait sur une période donnée que le stagiaire puisse consacrer 5 minutes par jour à travailler sur son ancrage mémoriel. Donc ils ont, si je comprends bien, il y a une version physique en papier dans une boîte de jeu et puis il y a une version digitale avec la finalité de mémoriser quoi. Oui, de mémoriser avec un petit rappel pour qu'ils puissent jouer au moins 5 minutes par jour sur une période donnée. Et là, tu as pu repérer des thématiques particulières comme pour les jeux de rôle ou pas, ou c'est pour tout type de thématiques? Dans le domaine de la compta, vie du sol, et puis là, dernièrement, ils ont développé quelque chose autour de la phytoaroma. Ok. Et tu as parlé de deux types de jeux de cartes. Il y avait les flashcards et le deuxième type, c'était quoi? Oui, ils proposent un deuxième type de jeu de cartes. Alors, souvent, ils proposent
ce deuxième type de jeu de cartes à la suite de leur capsule de formation proposée en distanciel pour permettre aux formateurs de vérifier un petit peu les connaissances des stagiaires et la façon en fait dont ils construisent leur apprentissage. Ces cartes dispensent des conseils et ça permet en fait de faire appel à l'expérience pratique et à la réflexion des stagiaires et de tirer des enseignements de leur action et de réfléchir sur leur expérience, donc la représentation qu'ils ont en fait de la connaissance. Et ça favorise aussi énormément l'apprentissage collectif. Et ça, en fait, ils l'utilisent beaucoup sur tout ce qui est circuit court et puis ressources humaines. Il y a quand même pas mal de modalités de jeu que tu as repérées. A priori, il y a de vrais avantages à introduire le jeu en formation pour le coup, pour les organismes de formation. Oui, tout à fait, Anne. Je dirais, j'en vois à peu près 5 là, spontanément. L'engagement, l'apprentissage collaboratif, l'apprentissage pratique, le fait d'ancrer de façon un peu ludique les compétences. Et puis aussi un excellent moyen pour les formateurs d'évaluer des compétences. Ok, beau repérage terrain, merci Estelle. Un grand merci pour ça. Alors ça va être intéressant de comparer ce que tu nous as dit avec les résultats du sondage. J'y mets fin, on les affiche et on les commente, Anne ? Ah, il n'y a personne qui a dit non, personne ne fait pas de jeu en formation. Moi, je serais super curieux pour les 13 d'entre vous qui ont dit occasionnellement quand les conditions sont réunies, c'est quoi les conditions ? À quel moment c'est une bonne idée de le faire de votre point de vue ? Voilà. C'est quoi les conditions que vous avez besoin de réunir quand vous introduisez le jeu pour celles et ceux qui ont l'habitude de le faire ? N'hésitez pas à prendre la parole, ou par écrit ou à l'oral. J'aimerais bien vous entendre là-dessus. Je serais aussi curieux d'entendre, pour celles et ceux qui ont dit « Non, mais pourquoi pas, je n'ai pas encore eu l'occasion d'essayer », qu'est-ce que vous attendez ? C'est quoi les occasions d'essayer ? Ou quels sont les freins ? Ouais, quels sont les freins ? On vous lit dans le chat. Des réactions ? Je vois pas de main levée. Je vois pas de... Personne n'écrit dans le chat. On est sur une matinée à participants timides. Bon, il y a des jours comme ça. Si vous êtes en train de rédiger votre réponse, on la lira un peu plus tard. Donc on va enchaîner avec la. Ah, il y a quand même une Léna qui nous. Merci. Qui cherche plutôt des idées de jeu, j'ai l'impression. Oh, ça y est, ça... Ah j'espère qu'on va en donner aujourd'hui, le plus possible. Je pense que Mathieu, il en a plein dans sa besace. Ouais, alors après, ils ne sont pas applicables à tous les contextes, mais j'espère pouvoir donner quelques pistes. Fatima nous dit que le frein, c'est principalement le manque de temps. Et oui, parce qu'il faut les préparer. C'est pas des séquences vraiment clés en main où on vient avec son support habituel, si je peux dire comme ça. Peut-être qu'il faut viser des actions qui vont être répétées plusieurs fois pour que l'investissement dans le jeu puisse être reproduit sur différentes sessions, en fait, parce que c'est vrai que ça demande quand même du temps de mettre en œuvre un jeu. Guillaume insiste sur l'importance du débriefing. On y reviendra absolument. Isabelle, sur la question du timing, on y reviendra, ça va ensemble. Et Viviane, je comprends entre les lignes qu'il y a des participants qui n'accepteraient pas à tous les coups de jouer. Ça aussi, ça va être un sujet qu'on va évoquer. Quand même, il y a un dernier élément dans les conditions, effectivement, c'est que la salle soit appropriée, parce qu'il faut peut-être faire bouger les gens, qu'on puisse bouger les tables, que ça reste dynamique, selon le jeu qu'on veut mettre en œuvre. C'est vrai qu'il peut y avoir des conditions matérielles. Des conditions matérielles pour la présence, et puis on parlera aussi d'adaptation à des jeux, pourquoi pas à distance, en visio. Super, merci pour vos retours, très intéressant. Un grand merci. Je vois encore d'autres messages, mais soyez sûrs qu'on y reviendra. Et on reviendra aussi aux 3 familles de jeux qu'Estelle a citées, les jeux de simulation, les jeux de rôle et les jeux de cartes, qu'ils soient physiques ou virtuels. On va avoir l'occasion de revenir sur tout ça. Alors, Mathieu, tu vas t'appuyer sur
le jeu Land Fiction, donc je vous en ai parlé en introduction, développé par Vivea et Ampli, et avec ce petit nouveau format là de boîte très pratique. Ouais, on en a fait une réédition. Alors c'est le même jeu avec quelques petites adaptations de règles. On a aussi un scénario supplémentaire. J'en profite pour un message de service. Il y a des personnes qui nous ont commandé des jeux. On a tardé parce qu'on attendait de se faire livrer cette nouvelle édition. Donc là, ça y est, on l'a reçue avant-hier. Je vais pouvoir revenir vers vous, les personnes qui nous ont passé des commandes. Et donc, dans cette boîte de jeu, eh bien, on avait des cartes activités, des cartes ressources autour du jeu. Et donc, Mathieu va vous en parler pour vous donner, justement, comme Léna demandait, des idées de jeu, par exemple, et comment on peut l'utiliser. Alors pour commencer, je voudrais dire en introduction, un peu une façon de mettre les mains en avant avec prudence, qu'il y a 2 écueils principaux à éviter quand on introduit le jeu en formation. Le premier, c'est l'infantilisation. Ça peut être très mal perçu quand vous mettez par exemple un système de points, un système de badge, un système de récompense, qui n'est pas très différent du système de bons points à l'école maternelle. Vous voyez ce truc-là où on a des bons points, des images, des étoiles, etc. Vous pouvez avoir une réaction un peu épidermique de la part de certains participants, et je les comprends, pour dire non mais là vous nous prenez vraiment pour des gamins. Donc il y a quelque chose de l'ordre d'annoncer le sens de pourquoi on le fait, et ça va avec le deuxième écueil à éviter. Le premier donc c'était l'infantilisation, le deuxième c'est la manipulation. Il faut toujours annoncer ses objectifs pédagogiques, ses intentions. Ça vaut le coup d'expliquer que le jeu a été choisi comme une méthode pertinente au service d'un objectif. Et ça vaut le coup d'être utilisé à bon escient. Moi, par exemple, avec Ampli, on a toujours refusé d'utiliser le jeu, typiquement, pour le recrutement. Parce que dans un contexte de recrutement, quand on joue un poste, quand on joue une rémunération, on n'a pas nécessairement envie de jouer à ce moment-là. Et donc, il y a des contextes professionnels qui peuvent être un peu plus tendus, dans lesquels on n'a pas nécessairement envie de jouer. Donc voilà, en guise d'introduction, je voudrais dire ça, attention à l'infantilisation, à la manipulation. Cela étant dit, il y a plein de façons de bien le faire. Et pour ça, je m'appuie sur 3 cartes qui sont présentes dans Learn Fiction et qui vont me permettre de développer un peu le propos. La première carte sur laquelle je voudrais venir, c'est la carte activité qui s'appelle gamification, ou activité gamifiée. Je vais commencer par donner la définition de ce qu'est la gamification. La gamification, c'est quand on utilise les mécanismes du jeu dans un domaine qui n'est pas ludique. Pourquoi on fait ça? C'est pour favoriser l'engagement des utilisateurs, leur motivation. Je prends un exemple hyper tiré par les cheveux, mais imaginez que vous avez 3 enfants et vous voulez qu'ils contribuent aux tâches ménagères. Et si vous affichez sur le frigo un tableau des scores avec des points pour celui ou celle qui aura fait la vaisselle, qui aura rangé sa chambre ou qui aura mis son linge sale dans le panier, je prends cet exemple, et qu'à la fin ça donne une récompense à celui ou celle qui a le plus de points, et vous avez gamifié la vie de la maison. Je suis pas sûr que ce soit un très bon exemple, mais on peut se donner des exemples un peu plus proches du secteur de la formation. Moi, j'ai déjà vu, dans une formation un peu au long cours, alors pas très long cours, mais qui durait 4 jours, où il y avait une étude de cas fil rouge. C'était une formation à la GPEC, un sujet que tu connais bien. On formait les participants donc, à la gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences, donc c'était une formation ressources humaines. Et il y avait une grosse étude de cas fil rouge qui durait sur les 4 jours, et on mettait les 4 équipes en compétition, on mettait 4 équipes de 4 en compétition. Il y avait souvent 16 participants. Et à chaque étape du jeu, il y avait des points. Il y avait une question technique et une question bonus. La question technique, il fallait bien répondre à la question le plus vite possible. Et la question bonus, il fallait être capable d'argumenter dans une présentation les raisons pour lesquelles on avait décidé de faire ça plutôt que ça. Donc c'est vraiment de l'étude de cas, c'est de la mise en situation, mais à chaque fois il y avait des points. Et à la fin, et avec un classement qui suivait au fur et à mesure, et on a vraiment constaté que ça donnait une sorte d'émulation assez sympa. Alors on l'a pas mis hyper au centre dans le jeu, mais ça permettait aussi d'avoir un feedback, ça permettait aux formateurs. Alors comment on gagnait sur la question bonus?
C'est le formateur qui disait, sur mes 4 réponses, celle-là, c'est ma préférée, elle vaut 10, celle-là, je l'aime un peu moins, elle vaut 5, celle-là, je l'aime encore un peu moins, elle vaut 3, celle-là, je l'aime encore un peu moins, elle vaut 1. Et donc, ça donnait aussi un feedback et ça permettait de se positionner les réponses les unes par rapport aux autres. Donc, voilà, premier exemple, mettre des points et des classements dans une étude de cas fil rouge, ça, c'est de la gamification. Vous avez certaines applis, par exemple, des applications d'apprentissage des langues, où on vous donne des récompenses, des étoiles, des points, des pièces, des badges, quand vous revenez tous les jours. Tu sais, ce truc où... Duolingo. Ouais, Duolingo, typiquement, où tu viens un jour, tu fais tes exercices, tu prends des points. Si tu reviens le lendemain, on te félicite, tu prends des points. Si tu reviens le surlendemain, on te félicite, on prend des points. Et alors ça, pour ceux qui connaissent, c'est le mécanisme de gamification qui a fait que Snapchat a explosé chez les jeunes. Je ne sais pas si vous connaissez, ou si vous avez vu des gens utiliser Snapchat, mais il y a une mécanique qui s'appelle le streak, où si vous parlez chaque jour à une personne, vous avez une petite flamme dans la conversation à côté de son pseudo qui s'incrémente. 1 flamme, 2 flammes, 3 flammes, 500 flammes, 800 flammes, 1352 flammes, ce qui veut dire que pendant 1352 jours, vous avez parlé tous les jours où vous avez eu une interaction avec cette personne, ce qui fait de lui ou elle probablement votre meilleur ami, et vous avez une espèce de classement des gens avec qui vous interagissez le plus. Ça fait un carton notamment chez les ados et les jeunes adultes, et personne, nulle part, n'a envie de perdre ces 1350 flammes, et on est vraiment sur des mécaniques psychologiques d'aversion à la perte. Donc, Snapchat, mais vous comprenez, un lien aussi avec une application d'apprentissage des langues. Et puis dans certaines certifications, notamment je pense aux certifications gestion de projet, tu vois, ces trucs de méthodes agiles, Lean Six Sigma, Scrum Master, enfin voilà, toutes des certifications anglo-saxons autour de la gestion de projet, où tu as des ceintures comme au judo ou au karaté, où tu es ceinture verte, ceinture marron, ceinture noire, si tu es ceinture noire, tu as le droit d'être formateur, etc. Et donc c'est comme un système de gain de niveau dans un jeu, c'est une façon de gamifier la progression des certifications, quoi. Donc voilà, ça c'est 3 exemples d'activités gamifiées. Je garde un œil sur le chat si vous avez des questions dans l'intervalle. Et je passe à ma deuxième carte. La deuxième carte que je voudrais vous présenter, c'est celle-là. C'est la carte simulateur et aussi réalité virtuelle ou réalité augmentée. C'est intéressant, la VR, moi je la trouve intéressante en formation parce qu'elle a rendu les simulateurs accessibles. Avant, si on utilisait les simulateurs de vol ou de conduite seulement pour des choses très chères qu'on ne voulait vraiment pas casser. Conduire un train, conduire un Rafale ou un Mirage, conduire un avion, ça méritait de mettre des centaines de milliers d'euros dans des simulateurs. Ne pas prendre de risques. C'est ça, pas prendre de risques, pas péter ton matériel, t'entraîner à t'éjecter, mais sans forcément casser l'avion, sans forcément te blesser. Pardon pour le micro. La réalité virtuelle a rendu les simulateurs accessibles. Moi j'ai un exemple, vous en avez peut-être entendu parler, vous avez peut-être même déjà testé, de simulation à la prise de parole en public. Alors, moi j'ai testé ce truc-là, c'est assez spectaculaire. On vous met le casque, donc sur les yeux, vous êtes dans un environnement virtuel en 3D. On vous met le casque aussi sur les oreilles, et là vous êtes sur une scène, donc vous tournez la tête, vous êtes vraiment sur la scène, avec un rideau rouge qui est fermé, vous avez les haut-parleurs qui annoncent votre nom, et maintenant va intervenir Mathieu Boer. Et applaudissements, musique, jingle, le rideau s'ouvre, et là vous avez 400 personnes qui vous regardent. Et vraiment, vous êtes dans cet univers. Et vous avez beau savoir que vous n'y êtes pas, le stress et le trac montent. Et donc, pour simuler la prise de parole en public, je trouve que ce truc-là est assez remarquable parce que l'immersion retranscrit les émotions, le trac, le stress qu'on vivrait vraiment. Et alors, ce qui est marrant, à l'époque où je l'avais fait, la simulation, donc la personne qui pilotait la simulation pouvait faire réagir les participants. Donc au début, c'était comme ça, tu vois, c'était bien, ils étaient attentifs, ils écoutaient. Puis plus ça allait, plus ils devenaient comme ça. Puis ils commençaient à croiser les jambes, puis ils commençaient à tousser, puis il commençait à y avoir des gens qui se levaient et qui se barraient pendant que tu parlais. Et toi, il fallait que tu réagisses à ça et que tu restes...
Puis t'en as un qui lève la main, t'en as un qui se lève, t'en as un qui te pose une question, etc. Et toi, il faut que tu réagisses à ça sur scène. Donc je prends cet exemple pour dire que la VR a rendu les simulateurs accessibles. Et ça, je trouve que c'est un des principaux intérêts. J'ai vu des exemples aussi pour des situations hyper impliquantes émotionnellement, notamment à l'hôpital. Des exemples de réalité virtuelle quand il faut annoncer, notamment dans le cadre de soins palliatifs. C'est assez lourd comme exemple, mais vous êtes dans la peau du soignant ou de la soignante et vous devez annoncer à la famille que la personne n'en a plus pour longtemps à vivre. Et donc ça, on vous met dans des environnements virtuels pour vous entraîner à ça dans les conditions les plus réelles possibles. Donc, du simulateur accessible à chaque fois qu'on veut favoriser les émotions. Et ce qu'Estelle, tu évoquais tout à l'heure quand tu parlais de business game, quand on simule les décisions d'une entreprise, ce que dans des simulateurs, ce que tu as décrit, pour moi, j'appelle ça un business game, c'est une forme de simulateur de gestion d'entreprise. Typiquement, c'est assez intéressant à mobiliser. Je vous lis, Guillaume, vous dites « J'ai eu une occasion de suivre une formation sur une application mobile learning, Teach & Mars, qui utilise les codes du jeu, donnant un côté addictif au suivi de la formation Badge Timeline. » Ouais, ça c'est le badge de la timeline. Ça marche bien. C'est 100% de la gamification. Et puis mon troisième et ma dernière carte que je voulais vous montrer, si vous êtes des joueurs de Learn Teach, vous avez déjà croisé le jeu, vous vous êtes peut-être déjà demandé pourquoi il y avait une carte jeu et une carte gamification. Ce sont deux cartes différentes. Vous avez une carte activité gamification et vous avez une carte ressources qui s'appelle jeu. Et là, parce que c'est pas du tout la même chose. Moi, j'aime bien qu'il y ait des vrais jeux dans la formation. On parle parfois de jeux sérieux ou de serious game. Alors moi, je dis pas ça. Mais je vais quand même donner la définition. Un jeu sérieux, c'est un jeu qui a un but principal qui est autre que le divertissement, contrairement aux jeux qu'on connaît. Qui sont les plus connus. Mais moi, j'aime pas serious game parce que quand même le plus souvent, ça renvoie des représentations soit de jeux vidéo, soit de jeux éducatifs beaucoup trop sérieux et pas du tout assez game. Et tu sais, il y a ce truc de ligne qui est vachement fine, quoi. Soit c'est trop du jeu et ça marche pas, soit c'est trop sérieux et ça marche pas. Et donc, j'aime pas trop jeux sérieux, je préfère qu'on parle de vrais jeux, qu'on assume le fait de jouer à des jeux en formation, et on va voir un peu plus tard comment le faire à bon escient. Petite astuce pour vous aider à reconnaître un vrai jeu, il y a 5 critères. Posez-vous la question quand vous êtes face à un jeu en formation, est-ce qu'il remplit ces 5 critères ? Cette définition, alors définir ce que c'est un jeu, c'est vieux. Il y a les philosophes grecs qui se sont posés la question, depuis Aristote on se pose la question, et pour de vrai Aristote s'intéressait à ça. Pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, de manière plus moderne, il y a un philosophe qui s'appelle Roger Caillois qui s'est intéressé à ce qu'était le jeu et le rapport des hommes et des femmes au jeu. J'ai fait la compilation, il y a 5 critères qui reviennent à peu près tout le temps. Le premier, c'est que le jeu, c'est une activité qui est séparée de la réalité. Je vais les dire un peu vite, vous le regarderez en replay. Mais le jeu, c'est séparé de la réalité. C'est-à-dire qu'il faut qu'on s'y inscrive librement. Alors déjà, c'est le début des ennuis quand on est dans le cadre d'une formation. Je parlais du recrutement tout à l'heure. Mais normalement, un jeu, c'est une activité qui est séparée de la réalité, et donc qui est sans conséquence sur la réalité, dans laquelle on peut tester des choses. Donc séparé de la réalité, en fait j'ai deux points. Séparé de la réalité et dans laquelle on s'inscrit librement. Ça, c'est les 2 premiers points, qui sont pas si faciles en formation, mais on peut quand même essayer d'avoir des scénarios fictifs, on les laisse de côté. Les 3 critères suivants, là vraiment, c'est imparable. Il faut que ce soit régi par des règles. Facile, quoi. Faut qu'il y ait des règles du jeu, un moment de début, un moment de fin, etc. Ça, c'est facile. Dans ces règles, il faut des critères de victoire. 2e point. Il faut un résultat. Il faut qu'à la fin de votre jeu, il faut un gagnant ou un perdant, ou des gagnants et des perdants. Ça peut être un jeu collaboratif, tu sais, où tout le monde gagne et où tout le monde perd. Mais il faut un résultat. S'il n'y a pas de résultat, c'est la fresque du climat. Je sais pas si tu as déjà fait ça. Non, mais tu vois à quoi ça ressemble. Alors c'est hyper populaire, vous avez peut-être déjà vu ça. C'est un atelier collectif, certains disent que c'est un jeu, ça ressemble à un jeu, il faut remettre des cartes dans l'ordre et à la fin on vous dit d'accord, voici votre fresque. On vous dit pas bravo, on vous dit pas vous avez gagné ou vous avez perdu, on vous dit ok, vous êtes arrivé à tel résultat. Ça c'est un atelier de travail. Alors on a beau y mettre des cartes, des jetons, des pions, etc. Mais à la fin, c'est un atelier parce qu'il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant à la fin. Et 5e et dernier critère,
Il faut du fun. Et alors là, si on avait la recette du fun, on serait riche. Mais quand même, il y a des personnes qui ont essayé de décortiquer ce qu'était le fun. Et en réalité, dans le fun, il y a deux choses. Il y a du plaisir. Bon, ok, c'est une activité qui est plaisante, mais regarde, par exemple, manger un bon repas, c'est pas fun. Et donc, il y a un deuxième ingrédient, c'est l'incertitude. Manger un bon repas dans le noir sans savoir ce que tu veux manger, pour certaines personnes, c'est fun. Alors, pas pour tout le monde, il y en a qui détestent. Mais pour certaines personnes, c'est fun. Et donc, le fun, c'est ça, c'est du hasard, enfin, c'est du plaisir et de l'incertitude. Et l'incertitude, d'où elle vient, je vais encore décomposer, elle vient de 3 pistes dans un jeu. Elle vient du hasard, lancer un dé, etc. Et elle vient des décisions des joueurs, et elle vient des surprises que le concepteur du jeu a mis dans le jeu. Les cartes chance, un moment la règle change, un moment dans un jeu de rôle, la personne en face de nous change complètement d'attitude. Bon, voilà. Ça c'est de l'incertitude qui va apporter du fun. Donc je répète, d'où vient l'incertitude dans un jeu pour créer du fun? Des décisions des joueurs, du hasard et des surprises prévues par le créateur du jeu. Et un mot là-dessus, si dans votre jeu il n'y a que du hasard, eh ben c'est la bataille ou c'est le jeu de loi. C'est les jeux pour les enfants qu'on n'aime pas et qui nous font croire que c'est pas des bons jeux. Si dans un jeu il n'y a que des décisions des joueurs et il n'y a pas de hasard, eh ben c'est les échecs. Et là du coup ça fait appel que à votre compétence. Et certains adorent les échecs, mais en général on adore les échecs quand on joue bien aux échecs. Et donc c'est pas mal de contrebalancer avec un peu de... avec une forme de chaos apporté par le hasard. Donc voilà pour ce qui est la définition d'un jeu, et ensuite on pourra voir comment concrètement s'y prendre. Pour terminer, je voudrais vous dire que... Est-ce que je vous dis ça maintenant? Non, pour terminer, je vous donne juste un petit élément de méthode que là encore je vais dire un peu vite et que vous reverrez en replay ou vous me poserez des questions si vous en avez envie, mais concrètement, vous avez envie de vous lancer, vous avez été convaincu par ce que j'ai dit et vous voulez faire un vrai jeu. Ça y est, dans la prochaine formation, je ferai un vrai jeu. Comment on s'y prend, par quoi on commence? 3 étapes. Première étape, vous identifiez vos intentions et vos contraintes. Pédagogiquement, je veux arriver à ça. À la fin de mon jeu, je veux qu'il soit passé ça, ça et ça. Ludiquement, je veux que ça ressemble à ça. Je veux que ce soit plutôt un jeu de cartes, plutôt un jeu de pistes, que ça ressemble à un jeu de loi, que ça ressemble à un jeu télévisé, qu'il y ait des questions, qu'il y ait des blagues, qu'il y ait des surprises. Donc une intention pédagogique, une intention ludique et quelques contraintes. Faut que ça dure pas plus de 30 minutes, faut que ça marche à 12 joueurs, faut que je puisse l'animer tout seul, faut que les règles soient pas trop longues à expliquer, voilà. Ça, c'est votre point de départ. Deuxième étape. Ensuite, vous avez 4 sous-systèmes à imaginer. Une mécanique de jeu, est-ce qu'on tire des cartes, est-ce qu'on lance des dés, est-ce qu'on pioche, est-ce qu'on recommence, est-ce qu'on joue chacun notre tour, est-ce qu'on joue en même temps, est-ce que c'est coopératif, est-ce que c'est compétitif, tout ça, c'est la mécanique. Deuxième sous-système, il vous faut une histoire. Est-ce que votre jeu, c'est dans l'espace? Est-ce que votre jeu... Alors, tous les jeux n'ont pas d'histoire, ou alors elles sont hyper modestes. Le jeu d'échecs, c'est 2 armées qui s'affrontent, c'est hyper modeste comme histoire. Question pour un champion, c'est hyper modeste. C'est tous les jours, 4 candidats s'affrontent pour être le champion. C'est une histoire, elle est hyper modeste. Et vous pouvez avoir des trucs un peu plus sophistiqués, comme dans Learn Fiction, où vous êtes des concepteurs pédagogiques. Donc Learn Fiction, le jeu dont on parle depuis le début de l'émission. Vous êtes des concepteurs pédagogiques qui doivent changer le cours d'œuvres de fiction en agissant sur les compétences des protagonistes. Ça, c'est déjà un peu plus une histoire. Et puis alors, il y a des jeux dans lesquels l'histoire elle est vraiment centrale, comme dans un escape game où au début on est des cambrioleurs qui doivent arriver au sommet d'une tour, et puis là on s'aperçoit qu'il y a un secret qui attend au sommet de la tour, et c'est le secret de l'alchimiste, et il faut détruire la pierre philosophale. Voilà. Ça, c'est une histoire un peu plus complexe qu'on va retrouver par exemple dans un escape game. On n'est pas obligé d'aller jusque-là, mais vous avez un deuxième sous-système à créer qui est votre scénario, votre histoire. Troisième sous-système, la technologie et le matériel. Fabriquer le plateau, l'imprimer, les dés, créer les dés. S'il y a une appli, il faut créer l'appli. S'il y a des cartes, il faut découper des cartes. C'est tout ce qui est la technologie et le matériel. Et le dernier sous-système, c'est l'esthétique. Idéalement, il faut que ce soit un peu beau, il faut qu'il y ait des pictos, il faut qu'il y ait une identité visuelle, que tout ça soit à peu près cohérent. Donc je répète, deuxième étape, c'est penser les 4 sous-systèmes de manière à peu près imbriquée. La mécanique, le scénario, l'esthétique et la technologie et le matériel. Troisième étape, et celle-là elle est infinie, vous testez, vous améliorez, vous recommencez, vous testez, vous améliorez, vous recommencez, vous testez, vous améliorez, vous recommencez. Et avec ça, normalement, à la fin, vous avez un jeu pédagogique qui marche. Si vous voulez vous lancer,
c'est le mini apport méthodo. Voilà les 3 étapes par lesquelles vous pouvez passer. J'ai été beaucoup trop long, Anne. C'était très intéressant sur la méthode. Alors du coup, peut-être qu'on peut passer au dilemme pour savoir un petit peu, vous, comment vous vous situez par rapport, après les apports de Mathieu, comment vous vous situez par rapport au jeu. C'est parti pour le dilemme. Après cette respiration, je lance dans Zoom un dilemme pour vous. Alors, avec le jeu, pour ceux qui veulent se lancer, le jeu en formation, votre priorité, c'est le sérieux, donc l'atteinte des objectifs et l'efficacité doivent primer, ou bien le jeu, c'est la convivialité, l'amusement en premier, en fait. Qu'est-ce qui vous parle le plus? Ah, on arrive à une... C'est impressionnant d'équilibre, Ouais. pour le moment. C'est spectaculaire d'équilibre. Vraiment, vous répondez en même temps et à chaque Le fois... sérieux prend un petit peu la main. Mais bon, c'est assez équilibré. Je pense que tout le monde a joué là, Mathieu. Ouais, j'ai l'impression aussi. Ouais. Ah non, encore une réponse, Ah non, une 24e. non, le jeu, la convivialité reprend le dessus. Incroyable. Allez, je mets fin au sondage Qu'est-ce que ça nous dit? et j'arrête mon téléphone, bien sûr. Alors, effectivement, le sondage, vous voyez, c'est très équilibré, mais quand même, le jeu, la convivialité et l'amusement doivent primer dans le jeu, ce qui ressort pour 13 d'entre vous. C'est important. Ouais, c'est important. C'est impressionnant d'équilibre. Je dois dire que je ne m'attendais pas à ça. Je serais super curieux d'avoir la justification de vos réponses dans la conversation qu'on va essayer de lire. Mais moi, j'ai un avis hyper tranché. Toi, t'en penses quoi déjà? T'aurais dit quoi? Moi, j'aurais dit le jeu, convivialité et amusement doivent primer. Eh ben, moi aussi. Moi aussi, mais évidemment, c'est un dilemme. Pourquoi c'est un dilemme? Parce que On est quand même là pour un objectif. il faut les deux. Ouais. Idéalement, on veut les deux. Évidemment, quand c'est bien fichu, il faut les deux. Mais moi, ce que je crois, c'est que l'atteinte des objectifs, on y arrivera. Vous y arriverez, on y arrivera, on sait faire, on est des professionnels de la formation. Ça, c'est quand même notre truc. Si on veut introduire le jeu en formation, la brique centrale, celle qui doit marcher, c'est le jeu. Et tout autour du jeu, on mettra l'intro au début, le débriefing après, pour tirer les fils vers la pratique professionnelle et nous permettre d'atteindre les objectifs. Ça, c'est ma conviction. Donc c'est pour ça que moi, ma priorité tendrait vers la convivialité et l'amusement. Enfin, autrement dit, il faut un jeu qui marche. Et quand vous avez un jeu qui marche, vous le mettez dans une séquence plus large dans laquelle, et c'est hyper important, il y a du sérieux. Et ça nous permet de mettre un point important. Et vous l'avez dit déjà pas mal dans la conversation, le débriefing est central. Vous ne pouvez pas arrêter un jeu et dire « Ok, on a bien joué, salut, merci à tous ». Bien sûr qu'il faut revenir sur les éléments du jeu, il faut tirer les fils, il faut ancrer. Alors c'est intéressant dans le chat parce qu'il y a 2 éléments en fait, des critères qui vont plutôt vers le sérieux ou le jeu. Il y a la durée. Je ne sais plus qui est-ce qui nous dit que sur 7 heures c'est difficile de faire convivial. Et il y a le public. Selon le public en fait, on fait plutôt convivial ou pas. C'est marrant d'avoir ce type d'entrée en fait, alors que ce que tu nous dis Mathieu, c'est que plutôt c'est l'abri qui est autour, il faut penser son déroulé en fait. Ouais, c'est vrai, et en fait, merci de le dire parce que j'y ai pas vraiment pensé, mais bien entendu, on conçoit en fonction de ses publics. Mais j'ai souvent été surpris. J'ai souvent été surpris par des publics qu'on m'avait vendus comme austères. Ou très sérieux. Enfin, je trouve que l'exemple typique, c'est les codires. Quand on joue avec des grands chefs, tu sais, des gens sérieux, des élus de haut niveau, ou des choses comme ça, ils disent « Ah bah non, ça c'est des gens qui n'ont pas de temps à perdre, il faut être sérieux, il faut que ce soit efficace, il faut que ça délivre. » Et en fait, ça marche. Mais c'est ceux qui sont les plus à fond. Alors, ça marche pas à tous les coups, mais c'est quand même une tendance. Hein. Ouais. Et donc, en général, quand on va être dans une formation, on connaît son public et on sait ce qu'on peut attendre d'eux, mais on peut avoir des surprises.
Et Léna, donc, qui confirme que sur 7 heures, en fait, elle a suivi, je pense, une formation où il y avait des jeux de rôle toute la journée, qui a permis de très bien apprendre et de passer un super moment. Donc, Ouais. la durée n'est pas forcément un frein, en fait, au jeu. Tiens, Durée et public. Et je vous laisse avec une question comme ça. Le jeu de rôle tel qu'on en parle, c'est un jeu ou c'est pas un jeu? Tel que je le définis. Reprenez mes 5 éléments de définition et essayez de voir peut-être est-ce qu'il y a des choses qui manquent, qui feraient que c'est un jeu ou que c'est pas un jeu. Et ça me permet, donc vous avez compris la réponse entre les lignes, j'espère, mais ça me permet de dire que j'ai une définition un peu radicale de ce qu'est un jeu, mais j'ai une bonne raison pour laquelle le faire. Et surtout, elle ne disqualifie pas ni la gamification, ni les simulateurs, ni les jeux de rôle, ni les ateliers dans lesquels il y a des cartes et des dés. Pour moi, c'est pas des vrais jeux, mais c'est extrêmement efficace pédagogiquement. Mais j'aime bien dire qu'il y a des vrais jeux et qu'il y a le reste du monde. J'aime bien être radical parce que ça permet de nous tirer vers les vrais jeux. Si on se laisse faire, eh ben on va revenir vers ce qu'on connaît. Et ce qu'on connaît, c'est des ateliers, c'est des mises en situation, c'est des jeux de rôle. Et ça a beau s'appeler jeu de rôle, vous avez compris, pour moi, c'est pas des jeux. Ça a beau s'appeler jeu de gestion ou business game, pour moi, c'est des simulateurs, c'est pas vraiment des jeux. Ce qui n'enlève rien à leur qualité. Mais j'aime bien tirer vers des vrais jeux pour qu'on se force à mettre des gagnants et des perdants, pour qu'on se force à mettre du fun, pour qu'on se force à mettre des règles, pour aller le plus possible vers des vrais jeux et augmenter les chances que ça marche du point de vue ludique. Donc c'est pour ça que je suis un peu radical, quoi. Ouais, donc Léna, elle dit bien que sur les jeux de rôle, il manque en effet la surprise et les critères de victoire. Et Willem qui nous dit, on parle de jeu de rôle ou de jeu de rôle? Très bien vu. Parce qu'on articule mal, certainement, mais on parle de jeux de rôle. Et parfois ils sont drôles, ça dépend de qui on met autour de la table. Bon, là, on parle beaucoup entre experts. Notre apprenant, Fernand, qu'est-ce qu'il en pense, lui, des jeux en formation? Ouais, alors, tu crois qu'il va apprécier? Moi, je sais déjà ce qu'il va dire. Je crois que c'est le Fernand le plus énervé qu'on ait eu. Voilà, mais on vous laisse découvrir. 3, 2, 1, prêt, feu, partez! Intégrer le jeu en formation. Ouais, tu parles. Moi, je me souviens très bien de ce que me disait ma maîtresse à l'école, Madame Arbeit. Il y a un temps pour tout, mon petit Fernand. Un temps pour jouer, à la récréation, et un temps pour travailler, en classe. Elle m'a jamais dit « Mélange tout ça, et tu verras, tu apprendras plein de choses. » Alors les serious games, tout ça, c'est de la flûte. Hein. Enfin, c'est surtout très serious et très peu game. L'autre jour, en formation, le formateur, plein d'enthousiasme, nous dit « C'est génial, vous allez voir. Dans ce jeu, vous aurez à gérer des stocks en optimisant vos relations fournisseurs, la qualité de vos produits et la satisfaction de vos clients. » Ouais, il a perdu son sourire quand je lui ai dit « Ok, et après ça on joue, c'est ça ?» Heureusement, parfois, c'est tout l'inverse. On joue à un jeu hyper sympa, hyper rigolo. Et là, je peux vous dire, il vaut mieux pas être à côté. Parce qu'on saute, on crie, on joue, on se jette par terre. Tout le monde pouvait pas suivre, c'est clair. Mais bon, la vie est injuste, ça on le sait. Et puis ça permet de faire le tri entre les forts et les faibles. Et ça, c'est déjà pas mal. Et d'ailleurs, entre nous, notre nouvelle manager, terrible. Hein. Il n'a pas fallu pousser bien loin pour trouver ses limites. Quoi? Ce que moi, j'ai appris? Je sais pas. Rien en fait. Pourquoi? Mais en réalité, en général, j'aime pas trop jouer. Je trouve toujours ça ennuyeux, trop long, trop facile ou trop complexe, trop hasardeux ou trop scientifique. Et j'aime pas jouer parce que j'aime pas gagner. Ça m'est égal. D'un autre côté, j'aime pas perdre non plus. En tout cas, pas devant les collègues. Donc gagner, je m'en fiche. Et perdre, ça m'énerve. Enfin, c'est pas exactement ça. En fait, j'aime bien gagner, mais comme en formation, on choisit pas les équipes, moi je me retrouve toujours avec les pires collègues et on se fait ratatiner par les autres. Et ça chambre. Alors les nullards, ça se passe bien? L'autre jour, la formatrice a cru bon d'ajouter pour dédramatiser: mais non, personne n'est nul. Je veux plus entendre ça. L'important, c'est de participer. Bah arrête ton char, Coubertin. C'est des discours de loser, ça. On est ridicule, oui. Finalement, comme j'aime pas jouer, je m'amuse à saboter le jeu des autres.
Je triche. Je joue à contresens. Je joue pas le jeu. Je leur gâche leur plaisir. Et ça, j'aime bien. Parce qu'il n'y a pas de raison que eux s'amusent et moi pas. Voilà. Quoi? Je suis insupportable? Mais c'est pour rire. Mais c'est qu'un jeu, non? Au final, introduire le jeu en formation, c'est pas simple. Entre les jeux trop sérieux, les jeux où on n'apprend rien, et les personnalités des uns et des autres, moi je vais vous dire, c'est de l'art divinatoire. Alors autant laisser ça aux cartomanciens, aux mages et autres ingénieurs pédagogiques. Enfin moi je dis ça, je dis rien. Bon bah Fernand, Mathieu, tu l'as dit, hein, il n'est pas très très heureux avec le jeu. Ouais, c'est pas son truc, hein, je Non. sais pas ce qu'il a. Et Grognon. dites-nous un petit peu dans le chat, vous avez déjà rencontré des Fernand dans vos formations? Est-ce que vous avez déjà eu ce type de Ouais, stagiaires réfractaires? soit des réfractaires, soit des gens beaucoup trop à fond, soit des Extrêmes, Fernand, quoi. voilà, des Fernand. Des Fernand un peu durs à gérer, en particulier quand vous avez mis en place des modalités qui sortent un peu de l'ordinaire. En tout cas, moi, sur cette espèce d'argument de « j'aime pas jouer, tout le monde n'aime pas jouer », je voudrais réenfoncer un peu le clou sur ce qu'on disait en introduction. N'infantilisez pas, ne manipulez pas, d'accord? Et face à j'aime pas jouer, vous pouvez revenir à... en fait, ce qui fonde votre légitimité de formateur, c'est de dire, bon, on a un objectif à atteindre, c'est celui-là, j'ai le choix des modalités pour y atteindre. J'ai beaucoup réfléchi, et de mon point de vue, la meilleure modalité pour atteindre cet objectif, c'est ça, c'est qu'on va faire un jeu. Mais comme vous aurez pu dire, on va faire un exercice, on va faire une activité, on va faire une mise en situation, mais moi j'ai fait le choix de faire un jeu pour atteindre cet objectif, et donc, il y a un côté, c'est comme ça. Mais rassurez-vous, j'y ai bien réfléchi. Et je suis pas en train de vous faire un truc gadget. C'est ancré dans une pédagogie, on débriefera à la fin. Enfin voilà, on n'est pas obligé d'en faire des tonnes à ce point-là, mais un bon message face à l'argument j'aime pas jouer, ça peut être celui-là. Il y a un autre argument, hein, c'est de dire mais regardez, ça va durer une demi-heure, ça va durer 45 minutes. Mettez-vous dedans, on va pas vous demander de danser sur les tables. Allez-y, participez à l'activité. Et le hors de question que je m'abaisse à ça, eh ben, je vous rappelle qu'un jeu, c'est une activité dans laquelle on s'inscrit librement. Et donc, vous pouvez toujours faire le truc, mais exactement comme quelqu'un qui voudrait pas participer dans un jeu de rôle ou dans une mise en situation, dire non, mais pas de problème, vous êtes libre. Ça va durer une demi-heure, 45 minutes. N'hésitez pas à rester avec nous, ou sortez de la salle si vous le souhaitez, et rendez-vous tout à l'heure. Et ça, franchement, j'ai jamais vu quelqu'un dire non. Isabelle, elle a eu le cas apparemment. D'une personne qui a dit hors de question et qui est restée dans son coin. Bon, il faut gérer comme ses personnalités. Alors moi, j'ai déjà eu des situations où la personne, je lui propose de sortir de la salle, elle dit non, mais je vais rester en retrait, elle se met comme ça en croisant les bras et en se reculant un peu. Et en fait, petit à petit, ça commence à participer un peu de loin, l'air de pas y toucher, et puis à la fin, on y va parce qu'on se rend compte que c'est pas complètement déconnecté du sujet, que ça permet d'apprendre des choses, que c'est un super objet d'interaction, et puis qu'on n'est pas en train de danser sur les tables, quoi. On est dans... Donc, et puis, il y a aussi la façon dont on l'annonce, quoi. Il faut pas annoncer avec tambours et trompettes le fait que « Regardez, ça va être génial, on va jouer ». C'est la manière de l'accompagner, de l'amener, en fait. Ouais, et donc, bon, normalement, ça marche à tous les coups. Truc de parisien, j'adore. Alors j'ai oublié de vous remercier dans l'introduction, mais on a eu des contributions encore intéressantes cette fois-ci. Alors on en a sélectionné 3. Je fais la main innocente. Oui, et pendant ce temps-là, je partage mon écran. Est-ce que tu peux rappeler ouais. à nos chers participants qui nous rejoindraient peut-être pour la première fois, qu'est-ce que Super Innovation Battle? Donc la Super Innovation Battle, c'est qu'avec Mathieu, en tant qu'expert, on classe les innovations pédagogiques les meilleures du monde au fil des émissions et qu'on en fait un classement que Mathieu va vous présenter à l'écran. Donc ça va faire 4 émissions qu'on a à chaque fois 3 innovations sur lesquelles on débat et qu'on classe. Donc là, la dernière, Mathieu, on en était où? Parce qu'on avait quand même pas mal d'éléments. Ah oui, c'était Défi dans la vraie vie. Ça commence à faire beaucoup. Ouais. On a Défi dans la vraie vie qui tient la corde. Alors, si vous voulez voir de quoi il s'agit, on vous renvoie à nos émissions précédentes. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on a quand même le jeu d'énigmes en ligne, c'est du jeu.
Le quiz avec les petits cartons qui se tournent, ça peut être pris Stickers, comme un ouais. jeu en particulier, si on y met des surprises en particulier, si on le présente à la manière d'un animateur télé. On a le jeu de rôle. Et tout en bas, on a le système de badge qui n'est pas vraiment du jeu, mais qu'on va mettre dans la catégorie gamification. Donc on avait On déjà retrouve quelques éléments. un peu des jeux dans nos innovations. Alors, qu'est-ce que vous nous avez proposé pour cette fois-ci? Allez, Allez, par quoi on commence? Alors, on commence Escape Game sur les soft skills. Voilà, ça te parle? Alors, ça me parle. Ça me parle. Alors moi, tel que j'imagine, c'est... Sur des thématiques bien précises quand même, du coup. Ouais, alors les escape games. Je pars du principe que tout le monde connaît. Hein. Vous mettez un groupe de 4 à 6 joueurs, admettons, pendant à peu près 1 heure dans une salle, et le but du jeu est d'en sortir en résolvant des énigmes. En général, ça fait appel à la créativité, à la communication, à la résolution de problèmes en équipe, et tout ça, c'est ce qu'on appelle les soft skills, hein, c'est ce qu'on appelle, d'autres appellent Pour ça un des collectif, compétences. c'est assez... résolution de problèmes aussi, Ouais. ensemble, Ouais. résoudre des problèmes ensemble. Donc, c'est assez intéressant, et j'ai déjà vu faire, de prendre des équipes, alors soit des gens qui se connaissent, soit des gens qui se connaissent pas, qui travaillent ensemble ou qui travaillent pas ensemble, de les mettre dans un escape game, de mettre quelqu'un qui va débriefer, un consultant, un coach, à côté. Vous savez, dans les escape games, il y a un game master qui regarde tout ce qui se passe sur les caméras. Et j'ai déjà vu cette expérimentation. Donc, le coach, le consultant, prend des notes sur ce qui se passe et après le jeu, débrief toutes les dynamiques collectives en disant bah là, tu as coupé la parole, là, tu as été à l'écoute, là, tu as gardé la clé dans la main, mais tu n'as jamais communiqué avec les autres, alors que Michel, il avait le cadenas dans la main et vous vous êtes jamais parlé et c'est dommage. Et donc, on peut débriefer sur des choses comme ça et ensuite tirer les fils vers des situations professionnelles sur le mode bah, toi, est-ce qu'au travail, tu te comportes comme ça? Qu'est-ce que tu en penses? Etc. etc. C'est pas mal, du coup. C'est intéressant de le faire, à mon avis, dans un escape game grand public et d'aller y jouer. Je crois que c'est encore plus intéressant. Donc ça aussi, on l'a vu, on a eu l'occasion de l'animer, de créer un escape game sur mesure Pour une équipe. qui permet justement de voir des choses. Où dans le jeu, il va y avoir des situations de créativité, il va y avoir des situations de communication, il va y avoir des situations de résolution de problèmes, pour être sûr qu'on voit ce qui nous intéresse. Gestion de stress peut-être aussi. Pourquoi pas, avec le temps, le chrono, la musique, la ouais. peur. Mais la gestion de stress qui ressemble à une gestion de stress professionnelle. Ouais. Et donc, l'escape game, si en plus il est sur mesure, à mon avis, ça fonctionne encore. Ouais. Et puis, donc on est très dans l'expérience, c'est pas mal. Enfin, on est actif. Moi, ça, j'aime beaucoup, je le mettrais assez haut. Et Moi toi? aussi. Moi, je le mettrais avant l'ancrage mémoriel. Ah ouais, donc on est top 3. Ouais, top 3, ouais. Non, pas toi. Aussi. Je suis pas objectif parce que j'adore ça, mais... Bon, ben... Top 3 ou top 2? Non, podcast de controverse, c'est quand même très puissant. Après, l'escape game, il faut quand même Si tu dis que c'est un escape game spécifique, il faut quand même voir la capacité de le mettre en œuvre. Ouais, c'est de moins construire, accessible, alors que le c'est moins podcast de accessible. controverse, il C'est arrive... plus Ok. facilement, ouais. Allez, ça me va en 3, ça me plaît. Ok. Bon, je refais la main innocente. On y va. Qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on aura le temps de parler de Oh, 3? j'y connais rien. Métavers pour la formation. Ça me parle pas du tout. Et toi, Mathieu? C'est quoi? C'est... Le métaverse, qu'est-ce que c'est? C'est des mondes virtuels. On a des avatars? On a des avatars. Ouais. C'est revenu hyper à la mode parce que la réalité virtuelle s'est beaucoup démocratisée. Mais en réalité, les mondes virtuels, il y en a depuis longtemps. Hein. Tu sais, il y avait les jeux de rôle massifs multijoueurs en ligne où on baladait des avatars dans des mondes qui persistaient. SimCity? Même, Non, il n'y avait pas d'avatar. SimCity, Non. il n'y a pas d'autres joueurs physiques qui Non, jouent avec c'est nous. vrai. Là, c'est vraiment des mondes persistants dans lesquels on peut, Moi, ça me parle pas. on peut rencontrer une autre personne. Et quand on se déconnecte, le monde continue à vivre. Et il y a d'autres personnes qui jouent dedans. Et donc ça, c'était le jeu vidéo le plus connu qui fait ça, c'est World of Warcraft. Et il y a eu une tentative sociale, type réseaux sociaux, de faire ça, qui a eu lieu il y a quelques années maintenant, qui s'appelait Second Life. Tu te souviens de ce truc? Non, pas du tout. Ouais, je sais pas, dites-nous dans le chat si vous vous souvenez de Second Life, mais c'était une tentative de réseaux sociaux en 3D dans laquelle on baladait des avatars. Mais ça, c'était déjà il y a 10 ou 15 ans. Et avec l'essor de la réalité virtuelle, le retour de la même chose, mais dans des environnements dans lesquels on est vraiment immergé avec notre casque. Et Facebook a mis le paquet là-dessus.
Et d'ailleurs, ils sont même renommés, hein. Ils ont arrêté de s'appeler Facebook, ils s'appellent Meta, Meta, parce qu'ils ouais. veulent mettre à fond sur Metaverse. Ils ont ouvert leur propre monde virtuel qui s'appelle Horizon Worlds, et dans lequel il y a des gens aujourd'hui qui font des réunions, qui se retrouvent dans des salles de formation virtuelles avec des avatars, on peut se voir les uns les autres, etc. On peut écrire sur un tableau numérique et on peut se voir, donc ça peut être intéressant du point de vue de la formation. Bon. Ça n'a pas Ça l'air parle de... moins. Ça n'a pas l'air de t'émerveiller. En fait... Mais non, mais moi non plus, j'aime pas du tout. Allez, on descend, on le déclasse. En fait, pourquoi j'aime pas? Parce qu'à mon avis, ça apporte pas beaucoup plus qu'une classe virtuelle. Ouais, c'est ça. En fait, t'as mal à la tête, tu portes ton casque, c'est une galère. On pourrait faire la même chose avec le tableau blanc interactif dans Ouais. une classe virtuelle sans les contraintes physiques. Alors, Oh, mais dites-nous, le hein. carrément en dernier. Ouais, Tout le monde est d'accord? dites-nous si vous n'êtes pas d'accord, mais même... Enfin, Facebook s'y est pas trompé, hein. On en reparlera la prochaine fois, je pense, mais... Quand ChatGPT est arrivé, tout le monde a eu super peur dans le monde de la tech. Et Facebook, qui a mis le paquet sur les univers virtuels, a dit, bon, on va un peu lever le pied sur les univers virtuels, on va plutôt aller sur les intelligences artificielles de conversation. Ils n'ont peut-être pas eu tort. Enfin, en tout cas, ils ont eu tort longtemps, et là, je crois Là, je crois qu'ils ont arrêté un peu d'avoir tort, mais dans le même temps, ils ont perdu beaucoup d'argent avec cette bêtise de métaverse. Bon, pour conclure cette émission, on vous remercie en tous les cas de nous avoir suivis. Et puis, on est ravis de vous retrouver le 27 juin. Soyez avec nous pour notre dernière émission de la saison. On y parlera expérience formateur. Oui. Hein, et on aura encore plein de choses à vous dire. Oui, sur parce le qu'on parle sujet. beaucoup d'expérience apprenant, mais... Ouais. Et nous dans tout ça. Voilà. Merci de nous avoir suivis. Puis à Merci, bientôt. à bientôt. Bonne fin de N'hésitez pas, journée. on vous lit sur les réseaux et n'hésitez pas à nous proposer de nouvelles innovations pour Super Innovation Battle. Merci beaucoup pour votre participation. C'était Au revoir. sympa de discuter avec vous.